ça le Canada que nous voulons bâtir. Le NPD est au service de vos convictions, de vos valeurs. Parce qu'en travaillant ensemble, on peut se donner un Canada qui nous ressemble. Most of the decisions you have to make in this job are hard ones. On a good day, you get to go home feeling you lived up to the job. Nous sommes seulement à la fin du mois de mai et déjà les 3 grands partis fédéraux ont dévoilé leur première publicité en vue des élections qui seront déclenchées en principe vers la mi-septembre. Une campagne déjà bien commencée donc. Daniel est ce soir à Ottawa. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Et Tasha et Michel sont avec moi en studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est quand même à 5 mois là, des élections fédérales. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour cette campagne publicitaire, Tasha? Absolument non. C'est ça le résultat des élections fixes, à date fixe. C'est ça ce qui arrive. C'est comme aux États-Unis. Les partis commencent à faire campagne. On fait campagne déjà depuis le budget, essentiellement. Pour les conservateurs, c'était, je pense, la première sortie de campagne. Et maintenant, on voit justement les publicités qui commencent à rouler. Ça va rouler pendant tout l'été. Et potentiellement, la campagne, bon, va commencer peut-être plus tôt qu'on pense. On va voir. Donc, Daniel, est-ce que c'est pas justement un effet pervers là, d'avoir des élections à date fixe? C'est ce que disait un ancien directeur général des élections, M. Kingsley. Il y a quelqu'un qui disait en Ontario, il n'y a pas si longtemps, je ne me souviens plus si c'était un ministre ou un député, qu'avec des élections à date fixe, vous commencez la campagne électorale 1 an avant les élections. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Toute votre attention est portée là-dessus. C'est dommage parce que dans le cas du fédéral, la loi sur le financement des partis, la loi sur les dépenses électorales, tout ça prend le bord parce que jusqu'à ce que ce soit déclenché officiellement, vous pouvez dépenser autant d'argent que vous voulez sans que ce soit comptabilisé. Imaginez le Parti conservateur qui est riche comme Crésus, qui a des millions et des millions à dépenser, ne va pas se gêner. Vous allez voir Stephen Harper jusqu'à saturation au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et si vous êtes de la classe moyenne, on va parler de vous, on va vous taper dans le dos, on va vous dorloter sans arrêt pendant 5 mois. Pas certain, moi, que ça va donner de très bons résultats. Pas certain qu'à la fin, les gens n'auront pas ras-le-bol et qu'ils voudront passer à autre chose. Espérons que non. C'est la démocratie qui est en jeu, mais c'est l'une des perversions, oui, d'élections à date fixe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, Michel, ça va à l'encontre de l'esprit de la loi électorale, l'esprit même, en fait. Bien oui, ça va à l'encontre de l'esprit. C'est vrai qu'à l'époque, sous l'Ancien système, quand le gouvernement décidait du moment de déclencher les élections, lui savait, en principe, en tout cas, quand il était pour déclencher. Alors, ça lui conférait quand même un certain avantage. Mais là, ça n'a pas de bon sens, c'est l'orgie de dépenses. Il est clair que les plus pauvres ou les moins riches, disons, ne pourront pas suivre. Et là, on parle même d'une campagne électorale qui pourrait être allongée de plusieurs semaines. Oui, alors, il y a des rumeurs que ça serait déclenché plus tôt, pourrait aller jusqu'à une centaine de jours. Alors là, imaginez les partis, je pense au NPD, les libéraux dans une moindre mesure, mais qui sont obligés de suivre les conservateurs actuellement et qui flambent des fortunes, vont arriver en campagne électorale avec la caisse à moitié vide. Alors, il y a des gens qui ont déjà réfléchi là-dessus. Par exemple, en Grande-Bretagne, les dépenses sont comptabilisées 10 mois avant l'élection. Alors, à ce moment-là, les gens sont obligés de faire preuve d'une certaine sagesse. Mais ici, on n'en est pas là. D'ailleurs, il y a matière à réflexion pour... une interdiction de publicité pendant une certaine période, peut-être. Oui, tout à fait. Et l'autre danger, si vous me permettez, c'est que ça permet à toutes sortes de groupes d'intervenir dans la campagne électorale, dans la pré-campagne électorale. Je voyais ce matin que les grands syndicats canadiens, Unifor en tête, sont en train de penser à une façon d'intervenir avant que leurs dépenses soient comptabilisées, avant qu'ils ne puissent pas contribuer comme ils le veulent, d'intervenir massivement. Les syndicats de fonctionnaires qui sont furieux contre le gouvernement Harper, les groupes pro ou contre avortement, tous ces gens-là risquent de se manifester, de se retrouver sur la place publique avec leur publicité. Et ça va être une bonne raison pour ne pas écouter la télé dans les prochaines semaines. Oh, mais c'est mauvais, les gens ne vont pas nous écouter non plus, mais est-ce que ce n'est pas toujours... Est-ce que ce n'est pas la démocratie dans un sens aussi? Parce que, écoutez, c'est tous ces groupes-là, on se plaint toujours que les gens n'ont pas une voix pendant l'élection. Ils n'ont pas de voix. Maintenant, la campagne, qui n'est pas officielle, a déjà commencé. Et il y a des groupes, oui, des syndicats, mais il y a aussi d'autres groupes comme Working Canadians, qui sont les opposés des syndicats, qui vont lutter dans la place publique. Mais en bout de ligne, c'est la démocratie du plus riche
quand même. Là. Exactement. C'est des groupes qui ont de l'argent. Les Ces groupes groupes sont pas communautaires tous- n'auront pas d'argent pour faire une campagne comme celle-là. Non, mais il y a des ça va de soi. groupes qui sont appuyés par les syndicats ou des groupes qui sont appuyés aussi par des gens qui travaillent, des gens dans la rue. C'est pas complètement organisé par simplement des grandes Oui, organisations. et d'autre part, on ne sait pas exactement, jusqu'à ce que les élections commencent, on ne sait pas exactement qui finance ces groupes-là. Parce qu'ils ne sont pas obligés de donner la liste de leurs donateurs en campagne électorale, oui, mais avant, non. Alors, ça peut être subventionné par le Parti conservateur, par le Parti libéral. Alors? On ne sait pas. Alors, nous allons poursuivre. Oui. Parce que dans leur publicité, les conservateurs visent uniquement Justin Trudeau Oui. et non pas Thomas Mulcair. Et pourtant, on l'a vu dans les récents sondages, Thomas Mulcair va bien, enfin, le parti, le NPD va bien, fait des gains. Alors, en ce moment, selon vous, qui se positionne le mieux, en fait, pour présenter la meilleure alternative à Stephen Harper? Mais ça dépend ce que tu veux. Justin Trudeau promet d'être un brin d'air frais. Il est plus jeune. C'est un changement générationnel, un changement peut-être de perspective. Monsieur Mulcair, d'ailleurs, a un programme qui est le plus différent des conservateurs, idéologiquement. Alors, si les gens veulent changer de voie, changer de route pour le pays, je pense que c'est Monsieur Mulcair qui incarne ce changement politique, pas d'image. Daniel? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les conservateurs et les libéraux. Quand vous regardez de près les programmes, à partir du moment où les libéraux de Justin Trudeau appuient, par exemple, le gouvernement sur le projet de loi C-51 sur l'intervention militaire au Moyen-Orient, les différences sont très minces. Elles sont beaucoup plus prononcées entre le NPD sur le Sénat, par exemple, qui pourrait devenir un enjeu électoral pas majeur parce que ça n'intéresse pas les gens, mais mineur sûrement avec ce qui va se passer la semaine prochaine. Le NPD est seul dans son coin en disant, nous, le Sénat, on n'y croit pas, on n'en veut pas, on veut l'abolir. Donc, je pense que Thomas Mulcair, il faut faire attention, mais il y a quand même une tendance depuis 3 mois où le NPD monte tranquillement, où les libéraux descendent tranquillement. Stephen Harper se maintient, il a sa base d'autour de 30 qui va lui être fidèle. Ces gens-là ne voteront jamais pour d'autres partis. Mais regardez ce qui s'est passé récemment. Les gens, quand ils veulent du changement, ils veulent du changement. Quand ils en ont assez d'un gouvernement, ils ne se gênent pas pour l'exprimer. On l'a vu en Colombie-Britannique avec les libéraux. On l'a vu au Québec, malgré les années Charest, réélire Philippe Couillard. On l'a vu à Toronto, malgré les années McGuinty, réélire une libérale, Kathleen Wynne. Vous avez vu ce qui s'est passé en Alberta. Ouais. Les gens n'ont plus la fidélité qu'ils avaient dans le passé pour les partis politiques. La question est de savoir, est-ce que les gens veulent du changement ou simplement de la nouveauté? Vous savez, changer une paire de lunettes, c'est pas comme suivre une thérapie qui vous fait changer complètement de philosophie de vie. Prenons juste un exemple. M. Trudeau, son allocation familiale, elle est plus progressiste, elle est plus progressive, je devrais dire. Elle n'est pas imposée. Bon, ça a l'air plus intéressant que ce que M. Harper propose. Mais l'alternative de M. Mulcair, lui, c'est un système de garderie nationale. Alors là, on a une philosophie du rôle de l'État qui est complètement différente. Est-ce que c'est ça que les Canadiens veulent ou s'ils veulent simplement se débarrasser de M. Harper? On ne sait pas encore. Bon, on l'a vu dans les publicités, je disais, qui visent M. Trudeau. C'est vraiment une tentative de définir Justin Trudeau. On a vu ce que ça a donné avec Michael Ignatieff, avec Stéphane Dion. Qu'est-ce que doit faire Justin Trudeau pour contrer cette image que veulent lui donner les conservateurs? Bien, il a eu beaucoup de temps de le contrer. Les conservateurs disent depuis longtemps qu'il n'est pas prêt, qu'il est immature. Maintenant, il n'est pas prêt pour gouverner, pour être premier ministre. La façon de contrer ça, c'est de mettre de la chair sur l'os et d'apporter des politiques. Et ça fait très longtemps, les libéraux, maintenant, commencent à le faire, mais ils ont tardé de le faire parce qu'ils pensaient que le charisme de M. Trudeau, sa nouveauté, peut-être était assez. Ils ne voulaient pas jouer les cartes avant l'élection. Mais la campagne est déjà déclenchée. Alors maintenant, ils doivent se dépêcher et montrer du sérieux s'ils veulent contrer justement les propos de M. Mulcair et l'NPD qui sont très définis. Ouais, ce que j'ai hâte de voir, ce que j'ai hâte de voir, si vous me permettez rapidement, c'est à partir de quel moment Stephen Harper et les siens vont se dire merde, l'ennemi le plus dangereux, c'est pas Justin Trudeau, c'est Thomas Mulcair. Peut-être qu'on devrait tourner nos canons vers Thomas Mulcair. Est-ce qu'ils vont le faire? Pour l'instant, que le NPD soit fort, qu'ils prennent des votes aux libéraux, ça les arrange. Mais s'il en prend trop et s'il se rapproche trop des conservateurs, peut-être qu'à ce moment-là, la stratégie va changer. Oui, c'est possible. Mais actuellement, le problème de M. Trudeau, c'est que, comme toutes les publicités, celles qui sont efficaces, c'est celles qui rejoignent une certaine réalité. Et M. Trudeau, c'est vrai, on ne sait pas encore très bien ce qu'il veut, ce qu'il est. Et la publicité est très efficace. Quand quelqu'un dit, écoutez,
écoutez, est-ce que vraiment la légalisation du pot, ça correspond à un problème ou est-ce qu'on doit vraiment envoyer des vêtements en série? C'est une caricature, mais c'est une caricature qui touche dans le mille parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que M. Trudeau... Cette publicité qui est seulement en anglais, donc on ne la voit pas sur les écrans québécois, mais au Québec, son problème va être un peu différent parce que là, il y a un autre joueur qui est le NPD qui généralement grugeait des votes, qui est le Bloc, dis-je, et qui grugeait les votes du NPD. Et là, ça ne semble pas vouloir se reproduire. Je pense que le NPD s'est enraciné mieux qu'on aurait cru. M. Mulcair a pris une place, je pense, dans l'estime des Québécois, qui va faire en sorte que ce n'est plus simplement là, la vague Layton. Je pense que le NPD est là pour un moment au Québec. Et le Bloc québécois, est-ce que l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau change? Écoutez, M. Péladeau a pris dès le départ ses distances avec le Bloc. On a vu qu'il essaie de rattraper un peu les choses, mais je pense que M. Péladeau ne veut pas s'associer trop avec le Bloc, qui risque d'avoir, de connaître une élection extrêmement difficile. Et ici, il faut que le PQ arrime sa fortune à celle du Bloc. C'est extrêmement risqué. Oui, on a vu, là, quand... Alors, il va en faire juste assez pour ne pas être accusé d'avoir laissé tomber le Bloc, mais pas plus. Non, je ne pense pas que M. Péladeau a intérêt à s'aligner avec le Bloc ou ce qui reste du Bloc, parce que le Bloc, officiellement, ce n'est pas un grand parti. Ça ne demeure pas un grand parti, malgré le fait qu'il recolle dans les sondages. Et je pense que l'NPD, certainement, on voit que la vague orange persiste dans le reste du pays aussi. Et ce n'est pas... C'est dépassé, M. Layton. Tu as raison. C'est quelque chose qui a... Maintenant, M. Mulcair a pris la relève de ça. Mais est-ce que ça peut demeurer pour 5 mois? C'est long, 5 mois. Alors, on va voir ça. C'est long, 5 mois, Daniel. Est-ce qu'il peut... surtout pendant l'été, moi, en plus. j'apporterais peut-être un bémol sur le Bloc québécois. Je ne vous dirais pas que le Bloc va faire élire 50 députés, non. Sauf que si le Bloc réussit à se maintenir entre 15 et 20 ils vont jouer les troubles-fêtes dans plusieurs circonscriptions. Ça peut favoriser les libéraux, ça peut favoriser le NPD, et dans la grande région de Québec, ça peut même favoriser les conservateurs. Le Bloc peut aussi faire élire des députés, peut-être pas une tonne, mais il peut en faire élire. Mais là où je rejoins Michel et Tacha, c'est que les déboires du mouvement souverainiste, ils ont commencé avec la défaite magistrale de Gilles Duceppe et du Bloc québécois il y a 4 ans. Ça s'est poursuivi avec la défaite de Pauline Marois, les mauvais résultats dans les élections complémentaires, alors que M. Péladeau veuille s'associer clairement avec le Bloc québécois. Moi aussi, ça m'étonnerait énormément. Et donc, cette rumeur que les élections pourraient être déclenchées un peu plus tôt. Tacha, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une possibilité, vraiment? Je pense fin du mois d'août? C'est une possibilité pour les raisons qu'on a mentionnées plus tôt, c'est-à-dire pour les raisons financières, parce que les conservateurs, quand on comptabilise combien ils ont récolté depuis 2012, c'est 70 millions de dollars. Les libéraux, c'est 40. L'NPD, c'est 30. Si on étend la période électorale, chaque semaine, ça équivaut à environ 5 millions de dollars de dépenses. Alors, ce que les conservateurs aimeraient bien, c'est que les autres dépensent beaucoup maintenant, vident leur caisse parce qu'ils ont tant de publicité à faire. Et là, la longue période électorale, c'est les conservateurs qui vont avoir de l'argent en banque. Et n'oublions pas qu'il y a, Daniel, je ne sais pas combien de milliards d'allocations familiales qui vont arriver par la poste à la fin juillet. Et si une campagne électorale était déclenchée dans la foulée de ça, ça serait déjà un message sympathique de la part des conservateurs. Disons. En tout cas, c'est quelque chose à méditer pour nous tous. On est en campagne électorale. Il n'est pas nécessaire de la déclencher. On y est déjà. On est là. Soyez patients. On va voter le mi-octobre. Mais quand même, ça aurait quelques implications pour nous qui sommes ici ce soir. Alors, merci beaucoup à vous trois. Merci. Au revoir. Au revoir.